parole à vous. Vous pouvez commencer. Merci beaucoup et bonjour toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons attaquer le module 7 intitulé Usage rationnel. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Aman de donner toujours les consignes afin de pouvoir commencer notre webinaire du 25 février 2023. Merci Aman, vous avez la parole s'il vous plaît. Merci, M. Ahmad. OK, je vous donne un peu de détails sur le webinaire. Le webinaire se lit sur le module 7, c'est utilisation rationnelle du médicament. Et comme vous avez connu, notre speaker, c'est M. Cheikh Ahmed. Donc, je vais lire le déroulement pour tout le monde. OK? Premièrement, c'est le plan de présentation. OK? Donc, en premier, c'est l'introduction du module 7. Et après ça, dans la présentation, il y a des objectifs. Et après ça, M. Ahmad, vous expliquez les points clés, OK, liés avec le module 7. Et après vous pouvez discuter entre nous les difficultés, les doutes ou s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, s'il y a quelqu'un du conseil et tout ça. Et après ça, on va conclure ce webinaire. Donc, avant de commencer, c'est le déroulement. Donc, première, c'est veuillez couper votre micro et éteindre la vidéo. OK? C'est très important parce que quand M. Cheikh nous donne l'introduction, donc c'est facile pour lui. Le deuxième, c'est veuillez poser vos questions, utiliser le chat et enlever le main, OK, pour voir le micro. Donc, au moment qu'on on fait le Q&A, donc je vous invite de faire votre question dans le chat et M. Ahmad va lire ces questions et il va répondre. Troisième, c'est vous pouvez poser des questions dans la boîte de discussion à tout moment. Donc, on a déjà discuté ça. Après, lorsque et seulement vous êtes invité à prendre la parole, n'oubliez pas de mettre le son et d'allumer votre caméra. OK? Et les enregistrements de webinaires seront disponibles sur les canaux du Empower School. Donc, sur ce point, OK, ce que je fais, je vais partager cette présentation avec vous sur le groupe qu'on a sur WhatsApp, OK? Et si quelqu'un a besoin de ce PPT par mail, vous pouvez m'écrire, OK? Et à la fin, la présentation de disponible sera partagée avec tous les participants, OK? Donc, OK, Monsieur Ahmad, je vais expliquer les choses importantes avec tout le monde. Maintenant, vous pouvez continuer. Parole à vous. Merci. OK. Merci beaucoup, Monsieur Aman et tous mes chers collègues ici présents à cette heure. OK. Je vais faire ça. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger sur le module 7 intitulé Usage rationnel des médicaments essentiels. Donc, c'est un module fondamental très pertinent qui justifie la majeure partie de notre profession, ce qui va nous dire ce que nous sommes. Dans le cycle gaz. Parce que
ce que nous avons fait avant depuis la sélection des médicaments, la quantification, l'acquisition des produits et la distribution, le stockage, si c'est mal utilisé, donc on bascule directement vers l'usage irrationnel. Donc, en ce point, nous pouvons dire qu'il s'agit de modules très, très, très pertinents, que chacun de nous, nous devons être attentifs vraiment de prendre les choses au sérieux et que ce que vous allez demander, si nous avons des éléments de réponse, nous allons vous fournir. Chairman, s'il vous plaît, slide. Nous avons 90 minutes que nous allons échanger. Voici, c'est l'agenda aussi qui est projeté là. 90 minutes que nous allons échanger ensemble. Slide. Comme consigné qu'il s'agit aussi du module intitulé « Usage rationnel des médicaments ». Il s'agit du module 7. Slide, monsieur. Voici le plan de présentation. Nous allons d'abord vous donner le but et objectif du cours. Puis nous allons parler de l'usage rationnel des médicaments, l'ampleur de l'usage rationnel, irrationnel des médicaments, les différents types d'usage irrationnel des médicaments, la relation entre l'usage rationnel des médicaments et la quantification des produits de santé, les conséquences de l'usage irrationnel des médicaments sur les aspects de santé publique et financiers, les recommandations pour la réduction de l'usage irrationnel des médicaments. Slide. En termes d'objectifs du cours sur l'usage rationnel des médicaments, le but du cours est de vous permettre aux apprenants que vous êtes de cerner les différents types d'usage irrationnel des médicaments et l'impact en santé publique. Spécifiquement, à la fin de ce cours, les apprenants doivent être en mesure de définir ce que c'est l'usage irrationnel des médicaments, décrire l'ampleur de l'usage irrationnel des médicaments, décrire les différents types de l'usage irrationnel des médicaments, décrire la relation entre l'usage rationnel des médicaments et la quantification des produits de santé, décrire les conséquences de l'usage irrationnel des médicaments sur les aspects de santé publique et financiers, décrire le rôle de la gestion des achats et des stocks dans la réduction de l'usage irrationnel des médicaments. Slide. Au niveau du marché mondial du médicament, il est réparti comme suit. En Amérique du Nord, il s'agit des États-Unis et le Canada, représentent 47%. L'Europe, 30%, l'Asie, l'Australie, le Japon, 16%, l'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine et d'autres, 4,2%. L'Afrique, avec ses 52 États, représente 2,5%. Le marché pharmaceutique mondial, il est le marché le plus qui donne beaucoup de rentabilité avec 1,2 trillion et le générique présente un tiers du chiffre d'affaires. En ce qui concerne la définition de l'usage rationnel des médicaments, mes chers collègues, il s'agit du vieux concept que depuis 1985, lors de la conférence des experts qui est tenue au Kenya, à la capitale Nairobi, il a défini comme suit. On parle de l'usage rationnel des médicaments quand les patients reçoivent les médicaments adaptés à leur état clinique, dans des doses qui conviennent à leurs besoins individuels pendant une période adéquate et au coût le plus bas pour eux-mêmes et leur collectivité. Donc, c'est la définition qui a été donnée lors de la conférence des experts qui était tenue à Nairobi en 1985.
Concernant l'usage et l'action des médicaments, il y a trois notions que nous allons voir ensemble. Il y a ce qu'on appelle la notion de bonne accessibilité, notion de bonne disponibilité, notion de bonne adaptabilité. On trouve la notion, en ce qui concerne ces trois notions, la notion de si bon, ce que vous les connaissez tous, notion de bon produit, bon patient, bonne voie, bon moment, bonne dose. En ce qui concerne la bonne disponibilité des médicaments, cela veut dire que le médicament est de bonne quantité, de bonne qualité en termes de sécurité, d'innocuité, d'efficacité, et puis acquis dans le bon coût le plus bas possible, orienté vers le bon patient. Le bon patient, cela veut dire que selon son état clinique, en tenant compte du sexe, de l'âge et du poids. Le produit de bonne qualité doit être administré aux bonnes voies. Ce n'est pas la peine si le produit est prescrit par la voie injectable que vous allez le chercher au niveau de la voie orale, le mettre dans la voie orale. Donc, ce produit doit être administré au bon moment et à la dose qui convient à ce qui est prescrit par le médecin. Nous allons voir maintenant les facteurs influençant l'existence de bons médicaments. En priorité, les propriétés de la recherche et les incitations du marché. Vous comprendrez tous avec moi qu'il y a des délégués médicaux qui payent les prescripteurs afin que le produit soit prescrit. Donc, c'est une incitation du marché. La longue délai entre l'invention de nouveaux produits et des usages thérapeutiques. Vous comprendrez avec moi que depuis l'étape de screening, l'identification de molécules jusqu'à la mise sur le marché, ça prend une durée vraiment énorme qui peut aller jusqu'à 11 ans. Les produits de maladies négligées tels que le schistosomiase, les vers intestinaux, l'onchocercose, leishmaniose et d'autres. Beaucoup de fournisseurs, beaucoup de producteurs de médicaments ne s'intéressent pas aux maladies négligées. Les produits de pédiatrie concernant tels que les ARV et les produits tuberculeux, vous comprendrez qu'au début, ceux qui ont utilisé ces produits, il n'y avait pas les formes pédiatriques. Donc, il a fallu qu'on divise ce comprimé pour donner à ce patient de petit âge. Les produits des femmes enceintes, vous comprendrez aussi que ça, c'est un autre monde. Les femmes enceintes doivent être aussi, le produit doit être adapté par rapport à l'état clinique. Ainsi, aussi bien les médicaments des maladies de voie d'éradication, beaucoup de producteurs de médicaments ne s'intéressent pas à ce type de maladie pour des raisons que nous connaissons tous, qu'ils veulent s'enrichir rapidement. Les anti-infectieux auxquels les microbes résistent, monsieur Amos, vous pouvez retourner s'il vous plaît. Pas aller vite. Les anti-infectieux auxquels les microbes résistent, vous comprendrez qu'aujourd'hui, c'est devenu un problème de santé publique, la résistance des antibiotiques. Donc, l'OMS a fait une priorité afin de lutter cette résistance. Slide. En ce qui concerne la disponibilité des médicaments, la disponibilité des médicaments, cela veut dire que du point de vue de pyramide sanitaire ou du point de vue au niveau du site d'envergure nationale, en venant par au niveau intermédiaire et le niveau périphérique. En ce qui concerne les structures d'approvisionnement telles que les centrales d'achat, ça doit être disponible au niveau aussi au niveau national, arriver aussi au niveau régional et au niveau du district jusqu'au niveau du dépôt de communautaire. Donc, c'est en cela ce qu'on peut parler de distribuer des médicaments. Donc, ça ne sert à rien que le produit est au niveau central et le produit ne se trouve pas au niveau périphérique.
Donc, nous devons mettre des efforts concernant la distribution des médicaments jusqu'au dernier kilomètre. De même, concernant la distribution des médicaments, on se rend compte que le nombre de médicaments dans le monde est estimé jusqu'à 150 000 molécules. Et le nombre moyen de produits enregistrés dans le pays, ça peut varier de 3 000 jusqu'à 4 000 molécules. Et ce qui concerne la liste nationale des médicaments essentiels, que dans nos pays, contient au moins 300 à 400 produits. Et dans les hôpitaux nationaux, on compte que 150 jusqu'à 200 produits. Dans les centres médicaux, 40 à 50 produits. Dans les dispensaires 20 à 30 molécules. Et au niveau communautaire, ça peut aller de 12 jusqu'à 18 molécules. En termes d'accessibilité physique, c'est-à-dire que c'est l'absence de rupture de stock dans une pharmacie ou dans une formation sanitaire. En d'autres termes, un médicament couramment prescrit doit être présent à tout moment dans les structures de santé. Il peut être bien sûr très variable dans un système, dans un même pays, selon la qualité de gestion des établissements pharmaceutiques, selon des facteurs extérieurs tels que la distance du point de ravitaillement, état des routes, exemple, du secteur d'activité publique ou privée, une nécessité, un système de distribution optimal, selon la politique aussi du pays. Elle n'est pas suffisante si le patient n'est pas en mesure d'acheter ce traitement. Slide. Donc, au niveau de l'accessibilité financière, c'est-à-dire que c'est la capacité à payer afin de se procurer de ce produit. C'est-à-dire que le prix dont on devra s'acquitter le patient pour s'obtenir son traitement. Ce prix est fonction des différents paramètres tels que le coût d'acquisition. Comprendrez tout nous. Exemple, nous, les centrales d'achat, nous prenons le prix d'acquisition, puis nous mettons notre marge bénéficiaire afin de trouver le prix de cession des médicaments. Donc, le mode de financement tel que les mutuelles de santé et l'existence de systèmes collectifs de paiement par l'État, exemple les mutuelles de santé que j'ai déjà parlé, ou des assurances maladie, diminue significativement les coûts pour les patients. En Afrique de l'Ouest, exemple, la vente des médicaments est la principale source de revenus des structures sanitaires. On estime dans le monde environ un tiers de la population mondiale, soit 2 milliards d'hommes et de femmes et d'enfants, n'ont pas accès aux médicaments essentiels. Même si le patient est capable de payer son traitement, il faut que le médicament lui soit aussi adapté. Slide, monsieur. On va parler maintenant, puisque nous avons parlé de trois éléments en ce qui concerne l'usage rationnel, que nous avons parlé de disponibilité, bonne accessibilité et bonne adaptation des médicaments aux patients. Cela veut dire que préférence non rationnelle, l'injection, il y a des patients qui préfèrent les injections que les comprimés. Il y a d'autres, du point de vue culturel, ils ne préfèrent pas des médicaments qui sont de couleur, ou disons ceux qui sont de forme suppositoire selon leur mode d'utilisation. Il y a des gens qui ne préfèrent pas ce genre de produit. Le nombre de prises aussi, ça varie, la taille aussi du goût du produit. Il y a des patients aussi que ça doit aussi adapter par rapport aux patients. La qualité aussi de la production et le nombre de produits prescrits. Le produit aussi doit être adapté par rapport aux femmes enceintes, comme nous l'avons déjà dit. Concernant les médicaments, c'est-à-dire qu'on doit donner l'information qu'il faut aux patients et les conseils qui suivent. En ce qui concerne, il y a d'autres patients aussi qui abandonnent, ce que nous parlons aussi de l'adhérence au traitement. Dans nos pays, il y a aussi ce qu'on appelle le système de pharmacovigilance qui n'arrive pas aussi à évaluer aussi
les effets indésirables ni les effets secondaires du produit. Donc, les accessibilités géographiques, physiques, financières et l'attention du patient ne sont pas utiles que si le médicament est de qualité, donc à même soigner le patient. Nous allons maintenant évoquer ce qui concerne l'accessibilité aux médicaments de qualité. Ça signifie que le médicament dispensé aux patients est fiable sur le plan d'efficacité et d'innocuité, puisque vous comprendrez que nos pays n'ont pas la capacité d'avoir un laboratoire de contrôle qualité qui vont détecter les produits toxiques et des substances toxiques, sous-entend un système de gestion et de distribution des produits efficient qui permet de garantir de bonne conservation des médicaments, le respect de la chaîne de froid, les produits qui en nécessitent une chaîne de froid, on doit aussi respecter ces conditions. Les conditions de stockage doivent être appropriées telles que la température, et la lumière et l'humidité. Une rotation adéquate des stocks aussi permet d'éviter l'accumulation des produits périmés. Exemple, les produits qui vont exprimer le premier, il faut le faire sortir. Il faut respecter aussi, tenir compte aussi les dents de péremption des produits. Les médicaments conservent ses qualités et son efficacité. Concernant, vous comprendrez aussi que dans nos zones, il y a aussi ce qu'on appelle notion de stabilité. Il faut tenir compte aussi des zones auxquelles nous sommes. Donc voilà, si on respecte beaucoup les conditions de stockage, nous allons avoir des médicaments de bonne qualité. Nous allons voir, mesdames et messieurs, les causes et l'ampleur de l'usage irrationnel des médicaments. Et les causes sont multiples et sont diverses. Comme nous l'avons déjà annoncé, les causes et l'ampleur de l'usage irrationnel des médicaments. Dans nos structures de santé, nous avons vu que les dossiers médicaux ne sont pas documentés. Il y a un manque de directives de traitement standard. Ça, c'est un problème qui est généralisé dans notre pays, à revenus faibles. Il y a aussi un manque de formation continue concernant les professionnels de santé, tels que les prescripteurs, les dispensateurs et les utilisateurs des produits. Il y a aussi l'insuffisance de sensibilisation et de l'information aux patients. Ça aussi, c'est devenu un problème sérieux dans nos États. Donc, il y a d'autres causes aussi que nous allons évoquer concernant les causes qui peuvent entraîner l'usage irrationnel des médicaments. Slide. Aussi, concernant l'usage irrationnel ou non rationnel des médicaments est un problème mondial majeur. L'OMS a estimé que plus de 50% de l'ensemble des médicaments prescrits sont distribués ou dispensés de manière inappropriée. Et près de 50% des patients ne prennent pas correctement le médicament, ce qu'on parle maintenant d'adhérence et d'observance. Et le bénéfice thérapeutique net des médicaments n'est que de 30% en général. Ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous mettez 100 millions dans le marché des médicaments, c'est 30%, c'est 30 millions qui vont venir au patient. Les patients vont recevoir que 30 millions. De même, environ aussi, comme nous l'avons déjà dit, que l'OMS estimait qu'un tiers de la population mondiale n'a toujours accès aux médicaments essentiels. Ensuite, nous allons voir les différents types d'usage irrationnel des médicaments. Nous avons déjà vu les causes et nous allons voir maintenant les différents types d'usage irrationnel des médicaments. Slide. Exemple d'usage irrationnel des médicaments, on peut parler de polypharmacie, c'est-à-dire que l'existence de beaucoup de médicaments dans une ordonnance, le non-respect des guides thérapeutiques standards, l'automédication, prendre les médicaments
sans l'autorisation des professionnels de santé, l'abus d'antibiotiques sans aucune antibiogramme, l'excès des injections que les comprimés allaient faire l'affaire. 70 à 80% des besoins d'antibiotiques sont irrationnels. C'est une étude qui a été faite par l'OMS. Donc, voilà, concernant l'utilisation des antibiotiques. Et nous allons voir, en ce qui concerne la polypharmacie et l'interaction des médicaments, le nombre de combinaisons possibles d'interaction en fonction du nombre de médicaments pris. Si vous avez pris 3 produits et le nombre de combinaisons possibles, c'est 4. Et 4 produits, ça peut aller jusqu'à 11. Et 5 produits, ça peut aller jusqu'à 26. 6 produits, c'est 57. Et vous voyez, au fil où vous augmentez le nombre de prescriptions et le nombre de combinaisons possibles qui peut avoir interaction, ça augmente, ça augmente. Donc, c'est une étude qui a été faite par des chercheurs concernant la polypharmacie en 2016. L'importance du respect des guides thérapeutiques standards. Concernant les guides thérapeutiques standards, ils aident à la prise de décision thérapeutique des cas cliniques. Les médicaments qui doivent être de première intention, deuxième intention, basés sur des évidences qui servent de référence pour évaluer de nouveaux tests de diagnostic de nouveaux médicaments. Ils aident à la promotion de l'usage rationnel des médicaments, qui aident aussi à la diffusion, à la formation et à la débat. Et il faut comprendre que les médicaments qui sont dans le guide thérapeutique standard, et comme nous l'avons déjà dit, que sont basés par des évidences, sont choisis par rapport à leur sécurité et par rapport à l'inutilité et à l'efficacité. Moins de 40% des patients des pays développés sont traités sur la base des guides thérapeutiques standards et des études cliniques selon l'OMS, une étude qui a été réalisée en 2010. Le lien entre le respect des guides thérapeutiques et la gestion des achats et des stocks. GAS. Le GAS peut permettre de mesurer ou estimer l'usage irrationnel des médicaments. La comparaison des données de morbidité, voire des données de quantité utilisée. Le GAS peut donc alerter sur la survenue et l'ampleur de l'usage irrationnel des médicaments. Exemple, un écart entre des tests parus réalisés et les quantités de médicaments consommés, écart entre le nombre de césariennes et de césariennes consommées. Le GAS peut aussi influencer le mode de prescription selon la taille, la formulation et la présentation des produits du kit. Le produit tel que le produit tuberculeux, le paludisme, vous comprendrez que les produits utilisés dans le cadre du paludisme sont très bien spécifiés par rapport aux patients, qui va beaucoup aider à améliorer le respect des guides thérapeutiques standards. Donc, le lien entre la gestion des achats et des stocks et l'usage rationnel des médicaments comme étant un message clé. Le GAS et l'usage rationnel des médicaments doivent toujours étroitement se collaborer. En général, le staff de l'usage rationnel ne connaît pas que le GAS. Le staff de GAS devrait faire l'effort expliquer au staff de l'usage rationnel les difficultés du GAS et de collaborer pour trouver des solutions. Cela veut dire que nous gérons les centrales d'achat des médicaments essentiels, nous devons être en étroite collaboration avec les professionnels de santé pour une prise de décision idoine. S'agissant des causes de l'automédication, comme nos pays, il y a un faible accès aux services de santé de qualité, le coût et la distance et l'équilibre du point de vue culture. Les ruptures de stock sont répétitives et donc une perte de confiance des usagers, une faible régulation des positions des patients, des pratiques pharmaceutiques. C'est aussi devenu un problème sérieux dans nos États.
une faible sensibilisation de la population, similitude des symptômes cliniques, beaucoup de symptômes cliniques qui apparaissent, des maladies, fièvre, insomnie, dégression sont communs aux différentes maladies. La pauvreté et le faible recours aux consultations, vous comprendrez que des études ont montré que dans nos États, avant de consulter les structures de santé, ça arrive que déjà vous avez déjà consulté un médecin traditionnel au quartier. Slide, M. Chaman. Les défis liés à l'accès aux médicaments sont concernant, il y a des défis liés à l'accès géographique et l'automédication. Les infrastructures et les moyens logistiques ne sont pas toujours adaptés. Il y a des pays tels qu'en Afrique, les moyens, les routes ne sont pas, sont difficiles à traverser. Vous voyez comment on est en train de marcher. Évacuation sanitaire par des placards ou bien d'autres moyens. Il y a aussi, ça c'est l'évacuation sanitaire au Canada qui traverse aussi des mers et d'autres. Ce sont des images qu'on peut vous montrer aussi, les infrastructures et les moyens logistiques qui sont dans nos États, qui peuvent entraîner aussi une accessibilité géographique des médicaments et ceux qui vont engendrer maintenant l'automédication. Slide. Lien entre l'automédication et la gestion des achats de stock, impact, comme nous l'avons déjà dit, impact sur les ruptures de stock. Dès qu'il y a les ruptures de stock dans une structure, donc le médecin va prescrire le médicament qui est disponible. Et si le médicament n'est pas disponible au niveau de structure de santé, ce qui va entraîner maintenant, peut entraîner maintenant une perte de confiance entre la population et le prescripteur. L'accentuation de l'automédication impacte du conditionnement des médicaments sur l'adhérence aussi. Il y a aussi sur l'adhérence au traitement tel que le conditionnement. Les blisters sont meilleurs que ceux des boîtes. Nous avons compris que aujourd'hui, les patients préfèrent aussi les produits qui sont présentés sous forme de plaquettes et ceux qui sont mis dans des petits sachets, parfois, lui, il ne préfère pas ça. Donc, il faut aussi améliorer les conditions de conditionnement des médicaments. Pour réduire aussi les ruptures de stock, il faut plus de stock et plus de budget et plus d'espace de stockage plus rapide et une meilleure distribution et avoir aussi un système d'information de gestion logistique plus performant. Comme étant message clé aussi, la réduction des ruptures de stock réduit aussi l'usage irrationnel du médicament. OK, il s'agit de la première session de cette présentation. Des questions et réponses, ou bien nous allons entamer déjà la deuxième présentation afin de prendre recueillir tous les soucis des étudiants, si vous me permettez, parce que la connexion commence à bégayer chez moi, donc si on peut continuer à avancer dans une deuxième présentation. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez au moins? Oui, oui, on vous écoute. Oui, on vous entend. Nous vous suivons très bien. Merci. Monsieur Aban. Oui, on vous reçoit très bien. Merci. Monsieur Aban, s'il vous plaît. Oui, monsieur Cher, on vous écoute. On avance parce que... Oui, ok, c'est bon. Mais, monsieur Cher, je vous conseille, s'il y a le problème de connexion, vous pouvez éteindre votre caméra. Donc, c'est mieux. D'accord. Oui. D'accord. Merci.
Et nous allons voir maintenant les causes qui génèrent maintenant l'usage irrationnel des médicaments. Au niveau du patient, il y a aussi la mauvaise information sur les médicaments, les croyances trompeuses, il y a l'incapacité aussi à exposer les difficultés rencontrées, il y a la pauvreté, il y a des patients même qui exigent que c'est tel produit qui peut me traiter. Et si vous ne me faites pas une injection, donc cela veut dire que il n'a pas eu un traitement. Donc, comme on le dit, ce sont des croyances trompeuses. Donc, voilà, au niveau du patient. Et au niveau du slide, s'il vous plaît. Au niveau du prescripteur, il y a aussi le manque d'informations initiales et continues. Il y a aussi manque d'informations sur les médicaments. Il y a des médicaments qui ne sont plus sur le marché et ils continuent aussi à prescrire. Il faudra aussi que les prescripteurs soient informés, ceux qui sont sortis sur le marché et ceux qui sont nouveaux sur le marché. Il faut qu'ils soient avertis. Il y a aussi trop de patients aussi. Si la charge de travail est augmentée, donc le professeur peut faire du charlatanisme et prescrit maintenant de beaucoup faire l'automédication. Tout ça, ce sont des facteurs aussi. Il y a d'autres facteurs tels que la pression sur la prescription, tel que nous l'avons déjà dit. Le patient peut exiger de prescrire tel produit. Et s'il s'agit de ça, donc lui ne se sent pas aussi à l'aise. Il faut maintenant que le patient aussi soit sensibilisé en ce sens. Il y a aussi la tendance à généraliser des connaissances partielles. Exemple, vous pouvez utiliser tel produit chez tel patient et ça marchait, et vous pouvez dire que ça aussi, ça peut marcher tel patient. Donc, ce sont des choses que nous pouvons, le président doit être averti en ce sens. Il y a aussi d'autres telles que des croyances aussi erronées sur l'efficacité de ces produits, comme nous l'avons déjà dit aussi. Voilà. Ça, c'est au niveau du critère. D'autres aussi, slides, s'il vous plaît. Au niveau de l'industrie pharmaceutique, dès que nous l'avons déjà dit au début, il y a aussi les publicités, les affirmations trompeuses, les délégués médicaux qui viennent embrouiller nos prescripteurs à tout moment, tout en s'éventant que ce produit est le meilleur. Donc, tout ça, là, ce sont des facteurs aussi qui peuvent influencer une utilisation irrationnelle des médicaments. Slide, s'il vous plaît. Au niveau de la dispensation des médicaments, la gestion inefficace, les médicaments essentiels non disponibles, la mauvaise dispensation, tout ça, là, ça peut entraîner de l'usage irrationnel. Donc, ce qui nécessite que nous, en tant que des pharmaciens, des professionnels de santé, nous devons être capables de bien gérer les médicaments tout en mettant, exemple, un stock de sécurité, avoir des informations concernant en donnant le médicament au patient, nous devons être capables de lui donner les informations utiles pour que le médicament soit bénéfique au patient auquel il a été destiné. Donc, il y a d'autres aussi choses qu'on peut aussi faire afin de lutter contre l'usage irrationnel. Suivant, s'il vous plaît. Au niveau du système réglementaire, il faudra des autorisations des médicaments peu sûrs. Il y a aussi des prescripteurs non autorisés à prescrire des médicaments. On comprend ce genre, cette faiblesse, que tout ça là, c'est un défi aussi à améliorer dans nos États, que au niveau du système réglementaire, ils doivent enregistrer tous les médicaments qui existent dans le pays. Ils doivent connaître qui doit prescrire, qui ne doit pas prescrire. Donc, ils doivent tout réglementer ça au niveau du point de vue du cadre réglementaire. Donc, si cela n'existe pas, cela veut dire qu'il y aura un souci et les gens, il va y avoir pagaille et les gens vont prescrire donc sans identifier qui a prescrit quoi, qui fait quoi. Donc, ça devient maintenant un problème sérieux. Tout ça, il y a d'autres aussi facteurs qui peuvent aussi influencer l'utilisation irrationnelle des médicaments. Nous ne pouvons citer que cela. Slide.
Les principales causes de prescription des médicaments inefficaces et précieux, nous avons dit qu'il y a l'approvisionnement en médicaments de mauvaise qualité. Si on n'arrive pas à assurer l'approvisionnement sûr, cela veut dire que le médecin va prescrire le médicament qui est disponible. Il y a les mauvaises conditions de stockage et de distribution des médicaments. Si on ne respecte pas les conditions de température et d'humidité, le médicament qui sera là ne sera pas efficace. Il y a aussi les ruptures de stock répétitives et les alternatives de substitution. Si le médicament est en rupture, cela veut dire que il va y avoir une substitution, ça veut dire que l'autre produit va être choisi à la place de ce qui devait prescrire. Il y a aussi l'influence par les pairs, effet d'entraînement. Il y a aussi la demande des patients, que nous l'avons déjà aussi bien dit, que les patients peuvent exiger. Il y a aussi une prescription inutile des vitamines telles que ça a été identifié, ça a été bien montré en Inde en 2010, que 40% de prescriptions en Inde sont identifiées comme toutes les ordonnances prescrites des multivitamines. Donc, ça a été identifié jusqu'à 40% de prescriptions qui existent en multivitamines au niveau de l'ordonnance. Voilà le niveau. En ce qui concerne les défis de qualité, comme nous l'avons déjà dit, depuis la recherche jusqu'à l'innovation de la production et l'enregistrement et la sélection et l'emboussement, au niveau des achats de distribution, prescription, dispensation et usage rationnel, tout ça là, nous devons être capables d'assurer un bon produit de qualité. Depuis ça, au niveau de l'ensemble de toutes ces étapes que nous devons assurer que ce produit est de bonne qualité et qui répond maintenant du point de vue réglementaire et d'autres. S'agissant de la qualité des médicaments, c'est-à-dire que faible de production nationale des médicaments, on a constaté que dans nos pays, au niveau de l'Afrique entière, la production a été estimée de 30% mondiale des médicaments. Et la norme internationale de qualité de fabrication, comme nous l'avons déjà dit, nos pays ne sont pas vraiment outillés en termes de laboratoires de contrôle qualité qui peuvent contrôler les laboratoires de fabrication. Donc, il a fallu maintenant, il y a aussi le rôle de la préqualification par l'OMS. Aussi, on n'est pas aussi capable à faire la préqualification. Il y a des pays qui font la préqualification, mais nous avons aussi des lacunes aussi à faire une préqualification qui a été exigée par l'OMS. Il y a dans nos États, il y a aussi la lutte contre les médicaments contrefaits et médicaments de qualité inférieure. Il y a aussi l'existence de médicaments sur la liste nationale des médicaments essentiels. Il y a des médicaments qui n'existent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels, qui ne figurent pas aussi sur la liste nationale des médicaments essentiels. Il y a aussi l'enregistrement réglementaire dans les pays. Tout ça, là, si c'est bien respecté, donc cela veut dire qu'on peut garantir la qualité des médicaments. Il y a aussi la qualité de stockage. Et si nous respectons la qualité de stockage, la gestion des stocks et nous respectons aussi les péremptions, les médicaments, le premier expiré doivent être le premier sorti. Tout ça là, va nous permettre maintenant d'avoir le médicament de qualité dans nos structures de stockage. L'application et le contrôle de qualité dans le pays. Vous comprendrez tout ce que avec nos moyens maigres, on n'a pas aussi en envoyant des échantillons au niveau des laboratoires de contrôle de qualité, ça prend aussi de durée jusqu'à un an. Donc, nos centrales ne peuvent pas entendre que les résultats de cet échantillon arrivent. Donc, cela veut dire que le produit va être expiré. Donc, nous avons dit aussi, il y a aussi la présélection des couples produits-fournisseurs, que aussi ça, nous devons aussi faire très attention concernant aussi cette partie. Et que nos États aussi ne sont pas bien outillés concernant à faire cette présélection, ce qui est aussi un défi aussi à relever pour que nos produits soient de bonne qualité. Slide, s'il vous plaît.
Nous allons voir maintenant la relation entre l'usage irrationnel des médicaments essentiels et la quantification des produits de soins. La relation entre usage irrationnel des médicaments et la quantification des produits de santé, nous l'avons déjà dit, que si 50% de l'ensemble des médicaments dans le monde sont prescrits, distribués ou dispensés de manière irrationnelle, et 50% des prescripteurs ne respectent pas les guides thérapeutiques standards, c'est un usage irrationnel. On bascule vers l'usage irrationnel. Vous comprendrez. Donc, la quantification basée sur les données de morbidité sera maintenant biaisée, sera maintenant erronée. Donc, comme étant risque d'approvisionnement en produits actuellement consommés ou au détriment de ceux qui devraient être prescrits, rupture de stock avec accentuation de l'usage irrationnel à travers des substitutions inappropriées. Donc, l'usage irrationnel entraîne des ruptures de stock et des ruptures accentuent aussi l'usage irrationnel des médicaments. Donc, vous devez tous comprendre qu'il y a maintenant une relation entre la prescription des médicaments et la quantification des médicaments. Donc, si 50% de l'ensemble des médicaments dans le monde sont prescrits, distribués ou dispensés de manière inappropriée, et 50% des prescripteurs ne respectent pas les guides thérapeutiques, donc, ce qu'on maintenant, nous allons se basculer vers un usage irrationnel des médicaments. Donc, si on se bascule maintenant vers l'usage irrationnel des médicaments, donc cela veut dire que la quantification basée maintenant à ce genre, à ce type de quantification sera erronée, autrement dit, sera biaisée. Donc, en conséquence, il va y avoir maintenant rupture des stocks avec accentuation s'il y a rupture de stock, cela veut dire que le médecin qui est dans ce site, il va prescrire le produit qui est disponible, donc, ou va changer ou va substituer d'autres produits qui n'est pas approprié à ce genre de prescription. Slide, s'il vous plaît. Et d'autres aussi, comme étant une relation entre la quantification des produits de santé, comme l'avons aussi bien dit, que si 50% des médicaments ne sont pas correctement distribués et utilisés, c'est un usage irrationnel des médicaments. Les données de consommation ne sont pas de bonne qualité, ne sont pas des données qui sont fiables. Donc, la quantification basée sur les données de consommation sera aussi erronée, bien sûr. Et il va y avoir maintenant un risque d'orientation de l'approvisionnement. Nous allons tenir compte de ce genre de données et ces données vont nous orienter vers, comme nous l'avons déjà dit, que ce sont des données qui ne sont pas fiables, donc ces données ne sont pas exploitables. Donc, sur ce produit utilisé au détriment de ce recommandé par le guide thérapeutique, il peut y avoir une difficulté pour revenir à l'usage irrationnel, l'insuffisance sur les stocks de produits recommandés par les guides thérapeutiques, donc une grande quantité de produits dont on n'a pas nécessairement besoin, mais ne sont pas pourtant prescrits. Si on ne respecte pas les guides thérapeutiques standards, comme nous l'avons déjà dit, que les médicaments qui figurent au niveau du guide thérapeutique standard sont des médicaments qui ont été choisis sur la base de la qui ne sont pas sur la guide thérapeutique, vous voyez maintenant les conséquences qui vont nous orienter, faire une quantification qui est toujours erronée. Donc, l'usage irrationnel entraîne un mauvais gaz, un mauvais gaz, le médicament auquel nous, les centrales d'achat, on n'arrive pas à assurer la disponibilité des médicaments. Donc, les structures vont prescrire le médicament qui est disponible. Donc, il va y avoir maintenant de l'usage irrationnel. Donc, nous l'avons déjà dit que concernant
la quantification basée sur la méthode de morbidité et la quantification basée sur la méthode de consommation, si on ne respecte pas ces outils, donc la quantification sera erronée. De même, la quantification basée sur la mobilité doit être faite sur les produits dont on a besoin et non pas ceux qui sont actuellement utilisés. Comme vous le savez, qu'il y a des médicaments de première intention et de deuxième intention. La quantification basée sur la consommation doit être faite sur les produits utilisés et non ce qu'on voudrait utiliser. Donc, pas de gaz efficient si l'usage irrationnel des médicaments. Si l'usage est irrationnel des médicaments. Donc, pour réussir tout programme, toute intervention pour un usage irrationnel des médicaments doit être étroitement lié en lien avec le gaz. Le gaz ne peut être efficace dans l'usage irrationnel des médicaments. L'usage irrationnel des médicaments ne peut être obtenu sans un bon gaz. Quelles sont maintenant les conséquences qui peuvent engendrer maintenant s'il y a un usage irrationnel des médicaments en termes de santé publique et du point de vue finance? Les conséquences de l'usage irrationnel des médicaments en termes de santé publique, comme nous l'avons déjà si bien dit, mes chers. Non, c'est moi qui ai... 50% des patients ne prennent pas correctement le bloc. Madame Sawaro qui est allée chercher. Non, la moitié de la valeur financière des produits est perdue. Ils ont commencé à utiliser. Voilà. Mais... Donc, il y aura ça, ce jour-là, on a tous... La santé publique, tel que vous le connaissez. Voilà. Aujourd'hui, les gens... Oui, bonjour, c'est comment? On vous affecte à quoi même? Nous l'avons déjà si bien dit là, tel que vous le connaissez, tel que les résistances aux microbiens. Maintenant, quand les gens parlent, bon, souvent tu es obligé de te taire et puis regarder. Voilà. Sinon, moi, je ne sais pas. Slide, s'il vous plaît. Les conséquences aussi sur l'usage et l'action des médicaments, il va y avoir un gaspillage des ressources, disponibilité réduite, augmentation des coûts, comme nous l'avons déjà dit, des péremptions aussi, et les médicaments vont être périmés, les risques médicaux, effets indésirables, il y a aussi la résistance aux agents infectieux, tel que nous l'avons déjà aussi bien dit, la résistance aux antibiotiques. Il y a aussi l'inefficacité de traitement, il va y avoir aussi morbidité, aussi mortalité vont aussi augmenter. Il y a aussi l'impact psychosocial. Il y a aussi d'autres pertes de confiance aux structures de santé. Il y a aussi le recours à l'automédication. Il y a aussi l'inefficacité des traitements. Tout ça, là, ce sont des conséquences de l'utilisation irrationnelle des médicaments. Slide. Au niveau du point de vue sur les aspects financiers sur l'utilisation rationnelle des médicaments, nous avons déjà dit que Monsieur Aman, ok, s'il vous plaît. Ok, nous avons dit que le bénéfice thérapeutique de conditions ordinaires de 30%, ce qui va arriver aux patients en mettant accentuant maintenant, en mettant des efforts sur l'utilisation rationnelle des médicaments, ça peut changer maintenant la donne. Ça peut aller, ce bénéfice peut aller de 30 jusqu'à 70%. Donc, le manque aussi d'adhérence
si en mettant maintenant une sensibilisation au niveau du patient, on peut maintenant changer la donne du 21, donc jusqu'à 11. Le médicament, concernant la mauvaise prescription, si nous mettons aussi une sensibilisation auprès des prescripteurs, de même, ça peut changer aussi la donne, qui peut quitter de 12 jusqu'à 3. Et au niveau des péremptions, ça peut aller jusqu'à aussi 3. Mauvais stockage, si on respecte les conditions de stockage, ça peut quitter du 6 jusqu'à arriver au niveau du 2. Et vous comprendrez aussi qu'au niveau d'ici, il y a aussi au niveau du vol, ça peut quitter aussi du 9 jusqu'à 4. La mauvaise qualité aussi, ça peut quitter le financement pour promouvoir l'usage de cette est très coût efficace. Et on avait très bien dit que en mettant pour 100 millions d'argent qu'on met, les 30% qui va arriver aux patients, cela veut dire que les 70% vont partir jusqu'à tel que au niveau du vol, de péremption, de mauvais stockage, donc vont être maintenant en mettant des efforts concernant l'usage rationnel. Donc ça va tout changer la donne, qui vont être améliorées. Donc voilà, donc nous avons maintenant le devoir de sensibiliser les autorités pour mettre en place un système d'usage rationnel des médicaments dans nos États. Slide. En termes de recommandations pour un meilleur usage rationnel des médicaments, nous allons voir concernant les recommandations que nous pouvons formuler. Il y a d'autres aussi que nous pouvons aussi formuler, mais nous allons s'acquérir de ce que nous peut là afin de trouver quelque chose. Slide. Concernant les recommandations, ils peuvent se subdiviser en 4 stratégies de promotion de l'usage rationnel des médicaments. Il y a aussi l'intervention éducative, il y a l'intervention en matière de gestion, il y a l'intervention financière, il y a aussi des stratégies de réglementation. Donc, sur les quatre interventions qui peuvent se subdiviser en 12 recommandations afin que nous puissions avoir un meilleur usage rationnel des médicaments. Donc, voilà, et nous allons parcourir concernant ces interventions du plus en détail afin de recevoir un meilleur usage irrationnel des médicaments. Slide. Sur les recommandations pour un meilleur usage irrationnel des médicaments, il y a 12 interventions clés qui ont été recommandées. Et un organisme national multidisciplinaire mandaté pour coordonner les politiques en matière d'usage irrationnel. Nous devons mettre en place un organisme national. Il y a aussi les directives thérapeutiques standards. Il faut que nous sensibilisons nos autorités de santé de mettre en place, d'élaborer les guides thérapeutiques standards. Il faut qu'il y ait les listes des médicaments essentiels basées sur des évidences, basées sur des traitements choisis. Il faut qu'il y ait des comités pharmaceutiques et thérapeutiques dans les districts de santé des hôpitaux qui évaluent l'efficacité des médicaments. Il faut qu'il y ait une formation à la pharmacothérapie par problème dans les programmes de cycle universitaire. Il faut ça, le médecin qui quitte l'université pour venir dans les hôpitaux, il faut qu'il soit accompagné par des formations continues pour qu'il soit aussi averti concernant l'utilisation des médicaments. Parce que nous l'avons bien dit qu'il y a des médicaments qui peuvent être sortis sur le marché, il y a d'autres qui peuvent entrer aussi sur le marché. Donc, il faut que toutes les professions de santé soient averties dans cette logique-là. Donc, voilà, ça aussi sont des interventions que nous pouvons sensibiliser nos autorités sanitaires, nos partenaires, nos bailleurs de financement pour qu'ils nous accompagnent
pour qu'il y ait ces directives thérapeutiques, pour qu'il y ait un organisme national multidisciplinaire qui a la participation de tout le monde concernant, avec une stratégie en matière d'utilisation, d'usage rationnel des médicaments, au bénéfice du patient, bien sûr, et en particulier, et sur la population en général. Slide, s'il vous plaît. De même, concernant les interventions, nous pouvons avoir un enseignement médical continu obligatoire pour le permis d'exercer. Ceux qui vont exercer, ceux qui vont prescrire, il doit y avoir une autorisation, ce que nous avons déjà dit que du point de vue réglementaire. Il y a un encadrement des audits de rétroaction tels que le système de pharmacovigilance doit veiller aux effets indésirables, aux effets secondaires, doit tout évaluer concernant les prescriptions. Il faut qu'il y ait rétroaction. Donc, tout ça, c'est un challenge que nous devons maintenant aussi sensibiliser pour que ça soit fait. Il y a aussi une information indépendante sur les médicaments. L'éducation du public en passant au sujet des médicaments, en passant par les mass médias, en passant par les journaux, bien, les campagnes de sensibilisation, en passant par dans tous les moyens, des canaux auxquels nous pouvons sensibiliser la population concernant l'utilisation des médicaments. Le refus des citations financières perverses, telles que vous les connaissez, il y a des les délégués médicaux qui viennent donner des cadeaux auprès de prescripteurs afin qu'ils prescrivent ces médicaments. Nous devons bannir ce genre d'actes. Il y a aussi une réglementation appropriée et mise en vigueur. Il faut veiller à ce que cette réglementation soit appliquée au niveau de nos États. Sans cela, il y aura aussi un problème. Un niveau de dépenses du gouvernement suffisant, il faut allouer, que le gouvernement alloue pour que les médicaments soient disponibles. Il faudra que le gouvernement, nos États, financent les médicaments au niveau des centrales, au niveau des structures de santé. Pour cela, le médicament va être disponible. Et si le médicament est disponible à tous les niveaux, à tous les paramètres sanitaires, à toutes les structures d'approvisionnement, donc pour cela, nous allons maintenant parler de la disponibilité et maintenant, nous allons améliorer maintenant l'usage rationnel. On ne peut pas aussi basculer à l'usage irrationnel. Ça au bénéfice maintenant du patient. Suivant, mes chers. Au niveau du prescripteur, l'utilisation excessive des antibiotiques et des antidiarrhéiques pour les diarrhées non spécifiques de l'enfance. Il y a des diarrhées qu'on n'a même pas besoin de prescrire des antibiotiques. Et il y a aussi d'autres maladies, d'autres infections telles que les rhumes. On n'a pas besoin de prescrire des antibiotiques. L'utilisation abusive d'injections pour traiter le paludisme. La prescription multiple ou trop importante, l'utilisation des antibiotiques là pour les infections non bactériennes modérées comme les infections respiratoires supérieures, comme nous l'avons déjà dit. La prescription des stimulants et des multivitamines en cas de malnutrition, comme nous l'avons déjà dit, en Inde, que 40% des prescriptions sont prescrites, il y a l'existence de multivitamines. Il y a aussi l'utilisation injustifiée des traitements des antihypertenseurs coûteux, que les moins chers peuvent faire l'affaire. Donc, c'est au niveau de donc, nous devons changer maintenant cette pratique afin que on améliore cette prescription. Chez les gestionnaires de stock et dispensateurs de médicaments, tels que nous sommes, nous, les centrales d'achat, les pharmacies hospitalières, et les pharmacies
les pharmaciens au niveau des hôpitaux, et d'autres, les professionnels des hôpitaux, les gestionnaires des hôpitaux aussi. Il faut assurer une bonne quantification des produits de médicaments de santé, assurer le bon stockage des produits pour qu'ils garantissent la qualité de ce produit, assurer la bonne gestion des stocks, tout en avoir un stock de sécurité qui va lutter contre les ruptures de stock, assurer une bonne analyse des données de stock et prendre des bonnes décisions, assurer une bonne distribution des produits, assurer une bonne dispensation des médicaments tout en donnant au conseil qui est vraiment le rôle même des pharmaciens dans à donner les pharmacies hospitaliers, les pharmaciens des officinaux, à donner des informations utiles, à donner des conseils auprès du patient. Il faut donner aussi, comme je vous ai bien dit, les conseils qu'il faut aux patients pour qu'ils adhèrent au traitement. Donc, ça, c'est très, très pertinent, mes chers. Suivant, monsieur. Au niveau du patient, chez le patient, il faut éviter l'automédication, la prise de médicaments sans prescription. Il faut bannir ce genre d'actes. Recourir aux consultations dans les services de santé qualifiés. Il faut adhérer au traitement. Il faut assurer le bon stockage des médicaments, des produits. Donc, il faut, si on vous dit que le produit doit être à la portée des enfants, il faut respecter cela. Donc, il faut vraiment veiller au bon stockage des médicaments. Il ne faut pas laisser le médicament qui va être à l'abri de la lumière. Le médicament va perdre ses qualités. Il faut signaler les effets secondaires et les effets indésirables. D'où le rôle notoire de la pharmacovigilance. Donc, il faut veiller à ça. Donc, voilà. Nos États, on a vu dans nos pays que même, il n'y a pas même les fiches de pharmacovigilance pour faire la gradation de ces fiches. Donc, tout ça, là, il faut que ce système soit actif, veille à l'utilisation des médicaments auprès des prescripteurs, auprès des patients pour qu'ils prennent une décision. Ça, c'est pour l'ensemble que nous pouvons améliorer cette utilisation rationnelle. Souvent, monsieur. En guise de conclusion, nous allons conclure par d'abord l'expression du prix Nobel français Pierre Gilles-Eugène en 1991, c'est le prix Nobel de physique, qu'il dit que de par l'étendue de leur connaissance, les pharmaciens sont parmi les rares personnes à pouvoir appréhender l'ensemble du monde réel. Les professionnels de médicaments, par essence, les pharmaciens ont un rôle répondant à jouer pour rendre disponibles et accessibles les médicaments de qualité au profit des populations. L'usage rationnel des médicaments est une affaire de tous et nécessite l'engagement de toutes les parties prenantes, telles que les décideurs, les producteurs, les distributeurs, les agents de santé et les patients, y compris aussi d'autres personnes telles que les gens de mass média et d'autres. Donc, en gros, que nous pouvons réunir pour assurer l'usage rationnel des médicaments. Quelques documentations auxquelles nous pouvons nous mettre à votre disposition, les références que vous voyez là, vous pouvez aussi contacter et d'autres références peuvent vous s'ajouter que vous pouvez pour s'enrichir beaucoup plus. Mesdames et messieurs, de façon ramassée, voilà ce que je peux vous fournir cet après-midi et merci pour votre attention. Et je me mets à votre entière disposition pour toute question relative à l'usage rationnel des médicaments. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Cher, pour une très bonne présentation. Maintenant, je vous invite des candidats de poser des questions par part. Levez la main et
M. Ahmad vous répondra. Merci. On vous écoute. Aman, je peux parler? Oui, Mobile. S'il vous plaît, une minute. Oui, Aman, s'il vous plaît, je viens de suivre l'exposé, mais je peux juste dire qu'en matière de gestion rationnelle de médicaments, nous avons 3 problèmes. On a la polypharmacie, on a la pharmacovigilance, on a l'observance. Mais le seul problème, on n'a pas évoqué la gestion des médicaments en cas d'urgence. En cas d'urgence, quelle est la technique qu'on doit adopter pour gérer les médicaments en cas d'urgence? Personne n'a relevé, je n'ai pas vu passer un peu des cas d'urgence ici. Et puis, en matière de gestion des kits, tout le temps, nous parlons des kits pour la tuberculose et tout, mais nous avons aussi des problèmes pour les kits de protection des femmes. Par exemple, les kits que le FINEAP met à la disposition des femmes. Qui doit bien gérer ces kits? Le gestionnaire, le logisticien qui est là ou bien le responsable de la santé? Parce qu'il y a des exemples très concrets où, quelque part, ces kits, 2 fois, sont dérobés par les gestionnaires eux-mêmes pour les kits d'urgence. Quand tu as des rapports avec quelqu'un et puis après, tu peux utiliser ces kits pour te protéger en cas de contamination, des kits d'urgence de contamination. Donc, voilà un peu le problème que j'ai et que je voulais partager un peu avec nous. Merci. OK, merci beaucoup, Mobile. Mais je vous encourage, M. Ahmad, de répondre à ces questions. Merci. Parole à vous, M. Ahmad. Merci beaucoup, mes chers. J'ai pris avec attention votre question. En ce qui concerne, c'est vrai, on n'a pas évoqué de cela, mais cela n'empêche pas de ne l'évoquer. Ça, c'est très pertinent parce qu'il faut comprendre que ce module est très, très, très vaste et que ceux qui ont fait le cours, ceux qui sont déjà passés, ceux qui ne sont pas encore passés, mais il y a beaucoup de choses qui sont détaillées au niveau du module. Donc, je vais essayer de répondre et je pense que mon professeur Franck Biaï est là, il peut m'associer sur ça. Et d'autres aussi, si ils ont des recommandations, s'ils ont des choses à rajouter, on peut... Bon, je vais commencer d'abord concernant la gestion des kits, disons. La gestion des kits, exemple, je prends le cas de chez nous. C'est vrai, il y a des kits, mais le moment où la distribution de ces kits, les données ne sont pas mentionnées. Donc, les données n'existent pas. Donc, les quantifications vont, puisque nous avons déjà dit que par manque de données, donc la quantification va être erronée. Donc, soit on va commander beaucoup et les produits vont se périmer, soit on va commander peu, il va y avoir de rupture. Donc, voilà. En cas d'urgence, je comprends aussi qu'en cas d'urgence, quand on dit urgence, ça veut dire qu'on doit réagir vite. C'est ce que je comprends. Dès qu'il y a urgence, c'est-à-dire que nous devons prendre toutes les dispositions pour réagir vite. Donc, sur ce point, je pense qu'il y a toutes les dispositions à prendre pour relever ce genre d'urgence. Je laisse cette question à monsieur le docteur Franck Biaï, qui va nous appuyer beaucoup parce qu'il a vécu ce genre d'urgence. Il a beaucoup travaillé au ministère de la Santé. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Bonjour à tous. Oui, on vous écoute, docteur Oui. Je voulais juste compléter par rapport au kit. Normalement, dans nos pays,
étant donné que nous n'avons pas encore mis en place des systèmes de gestion, mise en place, je veux dire, de chaînes d'approvisionnement d'urgence, on sera toujours obligé de recevoir et d'utiliser les kits pour ces urgences. Et donc, normalement, les kits ne peuvent être utilisés que en cas d'urgence et non pas en situation normale. En situation normale, c'est la chaîne d'approvisionnement normale qui doit être utilisée et renforcée pour qu'elle soit très efficace. Malheureusement, nous avons, par le fait du dysfonctionnement de nos systèmes nationaux d'approvisionnement, eh bien, on a tendance à venir amener les kits, même quand les conditions ne sont pas réunies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence. Tout simplement parce que les actions de vouloir amener coûte que coûte les médicaments dans n'importe quelle condition ne passent pas justement par le système national d'approvisionnement lorsqu'il est faible. Donc, voilà ce que je peux dire. Je pense que nous le vivons tous dans nos pays. Et c'est quelque chose qu'il faut, pour lequel il faut se battre pour que les pays aient des systèmes d'approvisionnement résilients à même d'éviter, en fait, de réduire les risques de voir des difficultés liées à l'envoi des kits qui périment, dont les produits, les contenus n'ont pas les mêmes dates de péremption et qui périment à temps et à contre-temps. Voilà ce que je voulais compléter. Merci. Oui, allô? Vous me permettez? Oui, allô, Monsieur Moussa, oui. Vous me permettez, Monsieur Aman? Oui, Monsieur Moussa. Je peux. On vous écoute. Continuez. Bien, merci, Dr Ahmed, pour cette brillante présentation. Je voulais juste revenir sur un point et terminer sur le dernier développé en cas d'urgence. Le premier point, il a beaucoup insisté sur le rôle des délégués médicaux dans l'utilisation des médicaments. Leur attitude amène les prescripteurs souvent à dévier. Je pense que ce problème peut être réglé s'il y a le respect des guides de traitement standard sur la base d'une liste nationale de médicaments essentiels. Dès lors qu'on a un guide et on a une liste nationale de médicaments essentiels et que le principe de prescription par l'ordinogramme repose sur la prescription des DCI, ce volet peut bel et bien être contrôlé au niveau de nos systèmes de santé. Il ne faut pas aussi oublier que ces délégués, très fort heureusement ou malheureusement, ont des rôles importants dans le système de santé en termes d'information sur certaines spécialités. Concernant les cas d'urgence, et je suis tout à fait d'accord sur l'intervenant qui a relevé qu'on n'a pas fait de cas d'urgence. Vous savez, l'urgence en matière pharmaceutique dépend du contexte. Il y a les urgences ordinaires auxquelles on est confronté, d'où il y a des kits déjà d'urgence chirurgicale qu'on a. Mais quand on est devant une urgence, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses, notamment les points critiques de la chaîne d'approvisionnement qu'il faut maîtriser, notamment le cycle logistique. À commencer d'abord par la quantification, l'achat, le stockage, la distribution. Tant qu'on ne maîtrise pas ces points critiques, on ne peut pas être efficace et efficient dans la distribution. Moi, je serais heureux de voir un volet spécifique pour qu'on puisse traiter spécifiquement la gestion des produits de santé en matière en cas d'urgence et que ce module que nous venons de voir reste dans le cadre normal de la chaîne d'approvisionnement et qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas en matière d'utilisation des produits de qualité et dans les conditions meilleures. Et je serai candidat, je dis bien, à apporter ma contribution pour la gestion, pour expliquer un peu la gestion des produits de santé en matière d'urgence, pour avoir géré des urgences d'Ebola, les urgences de Covid et des urgences d'autres crises sanitaires. Je serai heureux d'être quelqu'un pour essayer de travailler là-dessus. Merci encore, Dr Ahmad, pour cette brillante présentation. Merci. Allô? Allô? Allô?
Alors, oui, on vous écoute. Bonjour, monsieur Aman. Bonjour, monsieur Charmant. Bonjour à tout le monde. C'est monsieur Charmant depuis Kinshasa, la République démocratique du Congo. Je vous remercie sincèrement face à votre brillant exposé. Et je suis très ravi puisque tous nos leaders d'opinion quant à la gestion des chaînes d'approvisionnement sont ici, sont en ligne, notamment M. Franck Salim. Plus long que ça. Non, M. Mbala, qui est notre inspecteur général du secteur pharmaceutique. En fait, je suis très ravi puisque vous nous avez vraiment éclairé quant à l'usage irrationnel des médicaments et surtout au niveau du volet où vous insistez sur l'aspect pharmacie, mais aussi comment est-ce que le délégué médical pressionne dans les hôpitaux pour prescrire les médicaments. Donc, j'interpelle ici l'inspecteur qui c'est son boulot, qui peut nous aider à pouvoir redresser sincèrement avec les notions de base que vous avez données le secteur pharmaceutique au Congo. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes et je me rends compte que dans nos différents circuits de médicaments, les grandes questions qu'on a traitées ici, ça pose réellement problème. Je pense et je veux que si M. Franck qui me suit maintenant, Franck Biaï, pouvait organiser des séances, des travaux comme ça ou des sensibilisations de la population, même de ceux qui gèrent le secteur pharmaceutique quant à ça. Voilà, avec ces notions ici, je reste convaincu que facilement on peut élaborer un plan de redressement de notre secteur. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, monsieur Juin. Merci beaucoup. Je viens de suivre mon ami qui vient juste d'intervenir à propos de l'apport de l'inspection pour rendre disponibles les médicaments de qualité. Je vais juste lui rassurer que c'est un travail qui est en train d'être fait et surtout avec l'avènement de notre agence qui est mise en place il n'y a pas longtemps. J'espère que sa préoccupation trouvera solution. Et en ce qui concerne notre ami qui a présenté notre maître, j'espère que je suis en train de le féliciter et remercier par rapport à cette brillante présentation. Et ma préoccupation reste par rapport à ce qu'il a parlé concernant les produits contre-effets et des qualités inférieures qui sont aussi à la base d'une mauvaise prise en charge des patients. Mais j'ai voulu peut-être qu'il puisse un peu peut-être s'il peut, avec son autorisation, de pouvoir le modifier parce que c'est depuis 2017 que l'OMS a retenu une appellation commune par rapport à ces produits qui sont appelés dorénavant les produits falsifiés. Donc, ça englobe tout ce qu'il y a comme produits contre-effets, les produits qui ne sont pas homologués, les produits dont les compositions sont modifiées délibérément et ainsi que tout ce qu'il y a comme infraction similaire. Donc, j'ai voulu peut-être, avec son autorisation, s'il peut le faire. C'était ça. Merci beaucoup. Franck, Aman, je peux parler une minute, c'est mon délai. Oui, vas-y. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous interpellés. Et devant nos écrans, nous sommes des leaders, des jeunes leaders ou des leaders africains. Ce n'est plus on ne doit plus revenir vers notre enseignant. Mais nous-mêmes qui sommes là, nous qui sommes tellement nombreux en train d'apprendre ce cours, qu'est-ce que nous envisageons? Qu'est-ce que nous pouvons développer pour faire face à cette situation des produits falsifiés, pour faire face à cette histoire de mauvaise utilisation de médicaments? Moi, ça me dérange un peu qu'un des étudiants qui est là, qui demande à son inspecteur de voir, non, aujourd'hui, nous sommes inscrits dans un cours des experts.
Nous devrons plutôt demander à ceux qui sont à un niveau élevé que nous. Donc, qu'est-ce que nous devons faire tous ensemble pour faire face à ces problèmes? Parce qu'aujourd'hui, le médicament, la drogue et les armes, c'est pratiquement les mêmes niveaux de dégâts que ces situations ou bien ces choses nous causent comme tort. Maintenant, quelle est la solution encore que nous pouvons faire pour porter ce niveau, cette information? Nous avons des organisations sous-régionales. Quelle position nous pouvons prendre pour donner des informations à nos gouvernants et de transmettre ces informations au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CACE, les gens de vers l'Est du Congo. Il y a des organisations. Donc aujourd'hui, nous devrons plutôt nous organiser et mettre sur pied quelque chose pour transmettre les informations. Moi, je sais que nos collègues de la CEDEAO, ils sont tellement avancés. Au niveau des organisations, l'organisation régionale, la CEDEAO, ils ont fait tellement de choses concernant la santé. Mais nous, Afrique centrale, nous, un peu vers la CEAC, tout ça, qu'est-ce que nous devrons faire? Donc, c'est comme ça maintenant que nous devons plutôt réfléchir, mais on n'est plus appelé maintenant à demander à notre professeur de voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut. Nous devons plutôt revoir notre pensée et parler en tant que leader. Nous sommes maintenant des leaders. Voici un point de vue que je voulais partager et pour nous booster afin que nous réfléchissions mieux pour faire face à des problèmes qui nous minent. Merci. Bonjour Aman. Allô. Bonjour Monsieur Fonk. Oui. Excusez-moi, comme je suis dans une autre réunion, vous allez permettre que je puisse intervenir rapidement et puis vous quitter parce que je suis dans une autre réunion. Okay. Je voulais sur base de discussion qui vient de passer, moi j'aimerais poser la question à nous tous participants et surtout par rapport à nos pays, en rapport avec l'usage rationnel, sur des éléments de base qui constituent la fondation de l'utilisation rationnelle. Vous le savez bien, l'utilisation rationnelle c'est fait au niveau des établissements de soins, au sein des formations sanitaires. C'est là où le malade entre en contact avec le prestataire. Alors, la première question que moi je nous pose, c'est est-ce que nous avons la liste, en partant du profil de morbidité de nos pays, du système d'information sanitaire, avons-nous la liste de toutes les pathologies et des problèmes de santé de nos pays? Ça, c'est la première question. On devrait avoir la liste, très clairement, voilà, selon les systèmes d'information. Première pathologie importante, le paludisme, la diarrhée par exemple, les infections respiratoires aiguës, ainsi de suite. Mais est-ce que nous avons cette liste? Peut-être qu'elle existe, mais est-ce que nous l'avons? Deuxième question. Si nous avons, dans l'hypothèse où nous avons cette liste, est-ce que pour chaque pathologie et chaque problème de santé, y a-t-il des directives standards de traitement ou des ordinogrammes? À titre d'exemple, pour les infections respiratoires aiguës, est-ce qu'il y a des directives standards de traitement qui sont très importantes pour le traitement adéquat, particulièrement chez les enfants? Troisième question. Si nous avons l'ensemble de ces directives standards de traitement et des ordinogrammes pour toutes ces pathologies importantes qui sont les plus importantes au niveau du pays, sous quel format ces directives standards de traitement se trouvent dans les mains des prestataires? Est-ce qu'il y a-t-il un document qui prend l'ensemble des éléments des différentes directives standards qu'un prestataire, un médecin ou un infirmier peut avoir sous la main lorsqu'il a besoin de traiter les infections respiratoires aiguës? Il ouvre, il le trouve, il trouve le processus qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir arriver au traitement. Il peut ouvrir le même document pour le VIH, pour le paludisme, pour la tuberculose,
pour la diarrhée et pour les autres pathologies. Est-ce qu'on en a? Vous allez constater que si vous pouvez déjà répondre à ces 3 questions, vous verrez que ces éléments de base, nous ne les avons pas encore réunis. Vous allez retrouver aisément un infirmier dans un centre de santé qui a 10 ou 15 documents. Voilà, ça c'est pour la diarrhée, ça c'est pour la tuberculose, ça c'est pour, ça c'est pour... Alors, souvent, les gens se promènent avec, ça se perd, et finalement, les gens ne peuvent plus les utiliser. Ces questions, je les pose comme ça, je n'attends pas la réponse, mais je nous les pose pour que nous puissions vérifier si dans nos pays, ces questions, ces 3 questions de base, est-ce que nous pouvons répondre oui, oui, oui à chacune de ces questions. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que je peux parler? Oui, oui. Bonjour. Je tiens aussi à remercier le présentateur pour sa brillante présentation. J'aimerais un peu, avant que les directeurs ne nous quittent, je puisse un peu essayer de réagir au directeur Biaï. Moi, c'est Jean-Félix Kongolo. En tout cas, quand je dis que je tiens à remercier les présentateurs, parce que cette présentation tombe vraiment à pic, parce que pas plus tard qu'hier, j'ai fait voir à mes collègues le protocole juste de prise en charge des VIH. Et quand j'ai essayé d'expliquer à nos amis, à nos collègues, les gens ont voulu pleurer. Ils ont compris en tout cas, nous n'aidons pas vraiment le malade à ce qu'ils puissent vraiment arriver à éliminer leur charge virale. Parce qu'il n'y a pas un mécanisme de suivi. Ce que j'ai voulu dire, c'est quoi? Le directeur a épinglé 3 points. Est-ce que l'existence de la liste de toutes les pathologies existe? Moi, je pourrais dire oui, ça peut exister dans certains points. Est-ce que les directives standards, les ordinogrammes, les protocoles existent? Ça peut exister. Est-ce que, sous quel format ça se trouve? Mais il y a une chose que moi, j'ai voulu un peu ajouter, qui existait aussi avant, c'est les comités pharmacothérapeutiques, parce que le présentateur les audiogrammes sont utilisés, comment c'est utilisé, est-ce que les protocoles sont utilisés comme il le faut. C'est pour cela que moi, je demanderai aux directeurs et aux autres qui me suivent si vraiment on peut redynamiser aussi. Dans le point que le directeur a mis, on peut arriver aussi à redynamiser le CPT, le comité pharmacothérapeutiques, qui est très important. Parce que ça, ce sont les partenaires qui venaient avec ça. Et quand on devait faire l'achat des prestations, on essayait d'évaluer dans les zones, dans les hôpitaux. Mais si cet organe existait dans les hôpitaux, je vous assure vraiment qu'on va faire aussi un pas de l'avant vers l'usage rationnel de médicaments. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Je peux 1 minute encore, Armand, même si je reviens plusieurs fois. OK. Oui, mon collègue. Le sujet est très intéressant et je crois que Dr Franck Biaï a posé des vrais problèmes. Des vrais problèmes. Et aujourd'hui, je pense que dans la plupart des cas, les gens ne font qu'utiliser les directives thérapeutiques développées par MSF. C'est ce que je vois un peu partout dans nos structures de soins, que ce soit dans les coins un peu reculés, que ce soit un peu dans certaines villes, les jeunes infirmiers qui sortent des écoles de santé. Le problème, on repart même dans les formations dans les écoles de santé. La formation aussi que les gens reçoivent là-bas, des fois, ça constitue un problème dans la gestion rationnelle des médicaments. Donc, nous sommes vraiment interpellés
C'était le collègue qui vient de parler du problème de VIH et que les gens sont tombés de nuit quand il expliquait les choses. C'est clair. Les questions de Dr Franck, nous n'avons pas, il faut se le dire, je crois que le silence de beaucoup de nos collègues ici ou de beaucoup des étudiants, ce silence, c'est un silence qui interpelle tout le monde. Nous n'avons pas vraiment des choses. Moi, il y a 2 jours, la BID voulait financer un problème, voulait financer l'achat l'achat des génériques avec notre centrale pharmaceutique. Quelqu'un me contacte. J'entre en discussion avec l'expert qui est l'investisseur qui est derrière cette affaire. L'investisseur me dit, quand il est venu à la centrale pharmaceutique et il a posé un peu de questions, la liste nationale de médicaments qu'on a mis à sa disposition, c'est comme si quelqu'un l'a donné un truc dans une boutique. Il n'est pas du tout satisfait. Ça ne le convainc pas. Donc, nous avons assez de choses à faire. Nous sommes vraiment interpellés et nous devrons travailler. Il faudrait aussi que peut-être que nous changions un peu nos façons dans les présentations. Nous allons peut-être travailler pédagogiquement. Il faudrait que Dr Franck et les autres réfléchissent comment nous allons travailler de manière pédagogique à booster les discussions avec des cas pratiques à travers certaines expériences que nous avons dans nos pays. Ça serait aussi très important. Même le présentateur, quand il y a des choses à partager, il faudrait que peut-être il y a des cas pratiques. J'ai l'habitude, Dr Franck, quand il fait 2 fois cette présentation, il nous donne des cas pratiques qu'il a vécu chez lui. Alors, notre ami de Comore aussi, je crois qu'il a bien fait. Mais tout le temps, quand il y a des exposés, il faudrait qu'on pose des questions pour des cas pratiques. Confrontons un peu nos idées, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, ainsi de suite, les îles, pour qu'on essaye de voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Moi, ça me dérange, ça taraude mon esprit. Ça taraude mon esprit. Tout le temps, nos politiciens, nos chefs d'État, ils se retrouvent pour parler de la politique. C'est nous, peut-être, que nous devrons maintenant réfléchir pour parler mieux de la santé de nos populations. Nous sommes informés, nous sommes avertis. Nos familles nucléaires aussi, par nous, peuvent être informées. Mais d'autres personnes, comment ils le font? Donc, nous sommes interpellés aujourd'hui à travers Empower de réfléchir encore beaucoup plus et plus grand, développer des cas pour que Empower essaie de porter un peu la voix de tous les étudiants, que ça devienne un document un grand document. On essaie de voir un document de plaidoyer pour régler ces problèmes de pharmacovigilance, de l'observance de la polypharmacie en mettant sur pied les directives thérapeutiques, etc. Merci. Merci, M. Mobelet, de partager votre point ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait ajouter? Oui, M. Aman, je lève la main. Oui, M. Dr. Franck. OK. Merci beaucoup et merci à tous. Je voulais juste faire un bref commentaire concernant justement comment nous allons changer par rapport à toutes ces interpellations que nous avons entendues. Je pense que l'objet de ce cours, c'est également nous apporter une sorte de référentiel qui nous permet de mesurer les écarts entre ce qui doit être fait et ce que nous sommes, et maintenant travailler sur ce que nous voulons devenir en comblant les gaps de défaillance que nous venons de constater. Donc, je voudrais justement nous convier tous à ce que chacun là où il est, qu'il fasse un peu l'état des lieux de la situation après la présentation de M. Chaher. Faites un peu l'état des lieux. Félix a bien identifié déjà un cas. Essayez de voir si vous êtes au niveau de la province, par exemple, eh bien, essayez de voir au niveau de combien d'établissements de soins vous avez. Vous pouvez échantillonner, aller voir un peu, parce que pour pouvoir capter des investissements, il faut une analyse de la situation, il faut un état de lieu, il faut montrer le problème. Donc vous pouvez, dans votre région où vous vous retrouvez, faire un état de lieu dans les formations sanitaires de celles qui disposent
d'un comité pharmacothérapeutique qui est un des éléments capitaux, comme Félix l'a dit. Combien ils ont ces comités pharmacothérapeutiques? Ça, c'est la première question. La deuxième question, combien de ces comités fonctionnent? Troisièmement, c'est des autres questions que je posais. Je pense que déjà au niveau où vous êtes, si vous pouvez documenter la problématique de l'usage, de l'utilisation rationnelle de médicaments qui est déficiente, c'est uniquement avec ces quelques questions de base qui peuvent montrer le problème que vous pouvez porter justement aux instances de responsables de votre région, de votre province, de votre district, afin d'amener des solutions. Parce que n'attendons pas nous n'attendrons pas toujours que les choses viennent du niveau central. C'est généralement la demande des bénéficiaires qui est plus sensible d'ailleurs aussi par rapport aux partenaires qui nous appuient. Si les partenaires voient qu'il y a une demande qui vient de la base, les partenaires sont plus sensibles que quand elle est formulée au niveau central. Donc, moi, je nous convie à un exercice que nous pouvons faire, chacun dans son pays, dans sa région, dans sa sphère d'opération, d'essayer de répondre à ces trois questions en faisant une petite enquête limitée, bien sûr, quelques formations sanitaires, et de produire un petit rapport de l'état de cette situation et de proposer à la suite de la présentation de M. Chaher quelles sont les mesures et les solutions qu'il faut apporter. Je pense que c'est par là que nous pouvons commencer pour essayer de voir changer les choses. Nous ne serons pas les seuls à changer les choses, mais nous devons présenter le problème et amener les autres à adhérer à ce qu'ils contribuent à ce changement que nous voulons apporter pour que l'utilisation rationnelle soit effective et permette la chaîne d'approvisionnement de pouvoir être efficiente, efficace et surtout résiliente. Voilà mon commentaire que je voulais faire à cette question. Merci. Je vais vous quitter maintenant. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup, Dr. Franck Piet, pour vos commentaires sur cette question. Oui, j'ai dans le liste, Monsieur Patrick, vous voulez partager quelque chose? Oui, justement, M. Aman, je voulais aborder dans le sens du directeur. Heureusement, il venait de donner différentes explications parce que moi, je voudrais beaucoup plus insister sur les mécanismes pour essayer d'endiguer cette problématique que nous avons, que nous vivons dans nos différents pays. Que ce soit les pays en développement ou les pays développés, il y a vraiment un problème par rapport à l'usage rationnel des médicaments. Alors, le mécanisme, pour moi, c'était cette fameuse comité thérapeutique. Parce que de par la petite expérience que nous avons, nous essayons, moi, de par la position que j'occupe, je voudrais dire que nous passons de temps en temps dans les différentes structures sanitaires, que ce soit les structures de premier échelon, les centres de santé, ou bien les hôpitaux. Vous sentez, même dans les grandes villes, des grands hôpitaux, vous sentez que l'existence du comité thérapeutique en soi n'est pas là, ou quand il est là, soit les comités n'est pas fonctionnel. Or, en définissant, si on regarde bien par rapport à tout ce qui a été développé par les présentateurs, on peut bien déterminer les différentes tâches que devraient faire ces comités pour essayer de minimiser ce genre de problèmes. Il est vrai que le directeur a vraiment tout dit. Moi, je pense qu'à ce niveau, nous pouvons voir, faire les états des lieux, comme il a dit, chacun là où il est, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et je suis encore d'accord par rapport à l'idée, les webinaires que nous faisons d'habitude, ce qui est vrai, on peut toutefois capitaliser les différentes contributions qui sont données par les uns. À l'avenir, ce qui est donné par Empower, donc par le programme Empower, pour l'intérêt de tous. Voilà un peu ce que je demande d'ajout.
par rapport à ce qu'a dit Franck en plus de la présentation. Parce que moi, personnellement, je voudrais pas peut-être prendre parole, mais j'ai noté qu'il y a des éléments qu'on peut enrichir pour donner du travail à ces fameux comités thérapeutiques ou pharmaceutiques et les rendre fonctionnels dans nos structures de santé. Merci. Merci beaucoup, M. Patrick, pour votre commentaire ici.